Bonjour à toutes et à tous, bonne année, vous êtes sur Décideur TV, c'est Ténor du droit et je suis en compagnie de Julie Couturier et Vincent Gnoret, respectivement bâtonnière et vice-bâtonnier du barreau de Paris. Bonjour à tous les deux, meilleurs vœux ainsi qu'à tous les avocats parisiens. Merci beaucoup Arnaud. Meilleurs vœux à vous également, ainsi qu'à vos lecteurs et spectateurs. Merci. Dans quel état d'esprit êtes-vous au moment de prendre la tête du barreau de Paris, Julie? Enthousiasme et humilité, pourrions-nous dire. L'enthousiasme parce que nous savons que nous allons vivre une aventure extraordinaire et faire des rencontres extraordinaires, et à commencer par celle de nos confrères parisiens. Humilité parce que nous savons que la tâche est immense et on y reviendra sans doute, mais nous savons aussi que le tempo est donné par l'actualité et qu'il faudra savoir nous adapter à ce que nous donnera cette actualité. Vincent, quel est votre sentiment? Tout d'abord, mes meilleurs voeux, bonne année à toutes et tous. Mon sentiment, c'est que notre état d'esprit est exactement le même que pendant la campagne. Un état d'esprit plein d'énergie et surtout combatif. Nous sommes là pour la protection des intérêts de nos confrères. Quelles vont être vos priorités, Julie? Alors, je le disais à l'instant, c'est vrai que c'est l'actualité qui donne le tempo, donc on va avoir des priorités en ce début d'année qui sont évidemment liées à cette actualité, c'est-à-dire d'abord la restitution des travaux des États généraux de la justice, dans lesquels on va évidemment s'impliquer, puisque nous sommes toujours un peu désespérés de voir que la justice n'est pas un chantier prioritaire de l'État. Donc là, on nous donne l'occasion de nous exprimer, et il va falloir saisir effectivement cette occasion. Ça va beaucoup nous occuper, je pense, ces 2 premiers mois de l'année. Également la présidence française de l'Union européenne, puisque c'est l'occasion aussi de mettre en lumière cette dimension européenne du droit, et nous allons nous y attacher avec un certain nombre d'événements sous l'égide des différentes institutions et notamment aussi du barreau de Paris. On a une belle journée. Il y a un colloque le 12 janvier prochain à Alors, il y a un Strasbourg. premier colloque à Strasbourg le 12 janvier sous l'égide des 3 institutions représentatives de la profession sur l'Europe qui protège contre les injustices. Et puis nous avons un autre événement barreau de Paris le 10 février qui se clôturera par une nuit européenne des Legal Tech, puisque l'innovation est un des chantiers de cette présidence française. C'est une des priorités de cette présidence française de l'Union européenne. On va essayer de faire un événement assez pratique pour permettre à nos confrères de s'acculturer aux outils européens et à développer ce réflexe européen. Troisième priorité, peut-être, on est aussi en période présidentielle, et pas seulement d'ailleurs, présidentielle et législative, mais on entre en effet dans une période électorale très forte. Et là encore, afin que la justice devienne à nouveau un chantier prioritaire de l'État, nous serons évidemment extrêmement attentifs à ce que les candidats exprimeront en termes de vision, aux propositions qu'ils feront, mais nous devrons nous aussi être force de proposition et peut-être les interpeller et les interroger sur un certain nombre de thématiques. Vincent, un mot pour compléter ce que vient de dire Julie? Oui, en accord avec ma bâtonnière, d'abord la gestion des difficultés au quotidien, qui est importante, gérer l'imprévu, la veille pour le lendemain, l'imprévisibilité. Et c'est le premier point, dans l'intérêt des confrères, bien sûr. Ensuite, ce que dit Julie est très important sur la présidence de l'Union européenne. L'Europe est la plus belle des idées fraternelles, donc la réintroduire, la cultiver, l'intégrer dans notre secret professionnel. On sait que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ne divise pas le secret du Conseil et le secret de la défense pour un secret beaucoup plus fort. Donc il nous faudra cultiver toutes ces idées auprès de l'actuelle présidence de la République pendant cette campagne électorale et auprès de tous les candidats, bien sûr. Donc, assurer donc cette prédominance de l'idée européenne à laquelle Julie et moi sommes très attachés. Alors, parmi les sujets aussi que vous défendez, c'est les relations, améliorer les relations entre les magistrats et les avocats. Julie, concrètement, ça veut dire quoi? Alors concrètement, on a différents canaux de rapprochement. On a un canal par la formation. C'est vrai que le fait qu'une avocate, ancienne vice-bâtonnière, soit à la tête de l'École nationale de la magistrature et qu'un magistrat, Gilles Commando, dirige l'école de formation du barreau est déjà un signe. Et déjà, on le voit, on a des formations communes qui se multiplient. Au mois de janvier, là précisément, va être lancé un cycle d'études commun justement sur le droit de l'Union européenne.
Donc cette démarche de se former en commun, avocats et magistrats, me semble déjà tout à fait intéressante. On a un autre canal qui est par exemple la déontologie, avec les travaux du Conseil consultatif conjoint de la déontologie avocats-magistrats qui se poursuivent. Et puis ça va être dans notre quotidien, là encore, d'arriver à travailler non pas seulement à hauteur de chef de juridiction et bâtonnier, vice-bâtonnier, mais aussi de créer des contacts, matière par matière, pôle par pôle du tribunal, de la cour, avec des référents, avocats spécialisés pour arriver à travailler ensemble sur des thématiques et à cultiver, à développer cette culture commune. Vincent, oui. On sait aussi que ça vous tient à cœur de développer ce lien entre magistrats et avocats. Mais bien sûr, contrairement aux apparences. Mais Julie a complètement raison, multiplier les contacts, les dialogues au niveau avec les chefs de juridiction déjà, et puis ensuite avec les magistrats de terrain, les avocats de terrain, que ce soit en matière civile, d'une manière générale, et en matière pénale. On ne juge pas le juge parce qu'il est le juge. On ne juge pas l'avocat de la défense parce qu'il est la défense. Donc il faut réintroduire une culture du dialogue, de la compréhension, de l'intelligence, et je pense que nous y arrivons. Et on a eu l'occasion d'exprimer notre solidarité avec le mouvement des magistrats, puisque là on parle d'actualité, dans la mesure où en réalité nous contribuons à la même œuvre. Donc la souffrance qu'ont exprimée au mois de décembre les magistrats, c'est une souffrance que nous partageons, évidemment. Vous êtes mobilisés, vous étiez à la manifestation. Absolument. Et si jamais il y a d'autres mouvements, vous joindrez à ce mouvement ? Oui, bien sûr. Ça nous semble assez naturel, car en réalité, au-delà de la défense des magistrats, c'est l'expression en effet d'une souffrance qui est liée aux moyens de la justice, même si des efforts sont faits, il faut les reconnaître aussi, bien sûr. Mais c'est aussi pour que nous soyons entendus sur le temps dont les magistrats ont besoin, sur effectivement les moyens dont ils ont besoin, puisque nous sommes, si je puis dire, leurs usagers immédiats. Et c'est vrai que quand il y a de la souffrance chez les magistrats, elle se répercute nécessairement chez les avocats, et bien plus grave sur les justiciables, au service desquels nous sommes tous. Peut-être un autre sujet sur lequel vous souhaitez faire des choses concrètes, c'est la lutte contre les discriminations, le harcèlement. Alors, il y avait déjà des choses qui ont été engagées par les précédents bâtonniers. Et vous voulez poursuivre ces actions ? Absolument. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis quelques années. Et il y a eu une vraie prise de conscience. Et il a été mis fin, on peut le dire quand même. Alors, pas encore suffisamment, mais à une forme d'omerta qu'on avait pu constater dans la profession. Maintenant, là où il faut entrer un peu, si je puis dire, dans le dur, c'est-à-dire qu'on lutte contre les discriminations, c'est-à-dire qu'il y a une action ordinale, mais je pense qu'il faut qu'on communique mieux et qu'il n'y a pas seulement le savoir-faire, mais il y a aussi le faire savoir. Par exemple, notre commission harcèlement et discrimination et son mécanisme sont assez mal connus. Il faudra qu'on fasse connaître ça et qu'on amène la parole à se libérer encore, toujours dans l'esprit du contradictoire. N'oublions pas évidemment que nous sommes avocats, mais on a aussi sans doute des actions de lobbying à mener pour que la situation des jeunes parents soit mieux prise en considération, que nous puissions bénéficier davantage, par exemple, pour les gardes d'enfants, qui est un vrai sujet. On a été d'ailleurs interpellés là-dessus sur les réseaux, parce que là aussi s'exprime une forme de souffrance. Et donc, une de nos premières actions, ça va être en effet de créer peut-être un groupe de travail pour lister les problématiques et les solutions possibles, de façon à pouvoir les mettre en œuvre, le cas échéant, en allant voir les pouvoirs publics et en essayant d'obtenir des résultats. Vincent, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus ? Oui, sur les discriminations et le harcèlement moral, précisément le harcèlement sexuel, nous serons intransigeants. C'est-à-dire que nous mettrons autant d'énergie à défendre qu'à mettre en lumière ces comportements. Quelques affaires ont défrayé la chronique. On ne prête pas serment quand on est jeune avocate, jeune avocat, pour être humilié en cabinet d'avocat. Nous ne laisserons rien passer, que les choses soient claires. Pour conclure, quelles vont être vos premières mesures ? Vous avez déjà évoqué une mesure. Pouvez-vous nous citer d'autres mesures ? Alors, les mesures, c'est aussi des mesures d'organisation. Évidemment, on a beaucoup travaillé, notamment sur la question de l'organigramme. Il y a un secteur qui est vraiment un secteur régalien qui nous préoccupe aussi, c'est la discipline des avocats. On a essayé, notamment sur la composition de nos formations disciplinaires, d'être peut-être plus dans un aléa, de façon à ce qu'il y ait peut-être plus d'unification dans nos décisions. Et là encore, notre boussole organisationnelle, si on peut dire, c'est toujours l'intérêt des avocats parisiens. Un autre thème, là aussi, c'est une action concrète qui ne concerne pas la totalité des avocats, mais il y a une population qui a été longtemps oubliée. Ce sont les avocats inscrits au barreau de Paris, mais qui exercent à titre principal à l'étranger.
Cette population de confrères, ils sont plus de 2000, ce sont des confrères qui participent et qui contribuent au rayonnement du barreau de Paris et qui sont souvent un peu éloignés, qui ont un sentiment d'isolement. Et il faut les ramener à nous, animer cette communauté et leur montrer qu'il y a tout un tas de problématiques de cotisation, de clés RPVA, de formation continue, etc. Voilà, donc ce que nous souhaitons, c'est être véritablement un ordre de service et pouvoir rendre des services à tous les avocats, à chacun et chacune des avocats parisiens, où qu'ils soient, quel que soit leur mode d'exercice. Vincent ? Oui, je partage complètement les idées de Julie. Et nous mettrons en exergue aussi, bien sûr, les questions relatives à la protection des avocats dans leur cabinet, la protection des données personnelles contre les attaques de l'extérieur et la protection du secret professionnel également, thème sur lequel vous allez certainement nous interroger. Et dans tous les cabinets, y compris les cabinets, surtout les cabinets d'affaires. On va terminer sur la question justement du secret professionnel. Il en a été beaucoup question lors du débat sur le projet de loi sur la confiance dans l'institution judiciaire. Est-ce que le combat est définitivement perdu ou vous souhaitez réactiver, relancer cette question, ce sujet ? Alors, c'est un sujet qui est tellement fondamental et ontologique pour notre exercice que c'est un combat qui ne sera jamais terminé. Mais le combat, il ne se fait pas qu'auprès du législateur ou du pouvoir réglementaire, il se fait aussi avec la jurisprudence. Il y a peut-être, et là aussi peut-être faut-il remettre l'ouvrage sur le métier et convaincre également les magistrats de la chambre criminelle qu'il y a bien un secret de la défense et du conseil. Et Vincent, justement, les avocats d'affaires se sont mobilisés, et c'est assez rare pour le souligner, pendant les débats sur le projet de loi Dupond-Moretti. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour peut-être les rassurer ? Je n'ose pas dire que tout va très bien. Le texte a été modifié. Et nous avons eu pour souci, avec Julie, de faire en sorte que le bâtonnier soit présent, contestataire, dans ces matières où le secret du Conseil serait inopposable, s'agissant de fraude fiscale, d'allégations de fraude fiscale. De corruption, trafic d'influence. Et blanchiment de ces délits. Et financement du terreau et blanchiment de ces délits. Alors c'est vrai qu'il y a une affirmation négative dans la loi, mais qui est tempérée par une exigence de preuve, pour autant que les pièces saisies, la preuve soit démontrée à partir des pièces saisies, que ces pièces étaient destinées à une utilisation délictueuse. Donc, devant le juge de la contestation, car il nous arrive de tout contester, nous aurons un débat sur la preuve, et dont l'USM reconnaît, d'ailleurs, l'Union syndicale des magistrats, dans sa contribution au Conseil constitutionnel, que ce débat sur la preuve, pièce par pièce, est un débat quasiment impossible. Donc, si par extraordinaire, ce qui n'est pas le cas, les cabinets d'affaires, qui sont tranquilles aujourd'hui, et nous sommes là pour ça, nous avons bataillé dans le passé pour qu'il en soit ainsi, eh bien, les cabinets d'affaires, si par extraordinaire, ces cabinets devaient être inquiétés, nous aurions des armes. Nous connaissons la matière, nous savons nous défendre. Et ma plus grande prétention, notre plus grande prétention partagée avec Julie, c'est de créer une équipe de jeunes qui montent au front pour se battre pour la défense du secret. Alors du secret en matière de conseil, mais le secret aujourd'hui est attaqué de toutes parts, il le sera encore, nous serons toujours aux premières loges pour le défendre. C'est clair. Voilà qui est dit, on va conclure là-dessus. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci à vous Arnaud, à bientôt. Merci Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Ténor du droit.